Exactement. Ok. Donc, on avait déjà, oui, il y en a certains qui sont arrivés un peu après. Donc, on va vous demander tous de couper votre micro, mais en général, tout le monde le fait. Et si vous pouvez poser vos questions via le petit icône converser, Amandine va pouvoir centraliser les questions et puis les reposer au fur et à mesure à Claire ou à Marion, suivant la spécificité. On va commencer par Claire qui va nous présenter les sujets et les sujets principaux. Ensuite, Marion nous présentera les sujets pardon. Marion nous présentera les sujets un peu droit commerciaux. Et du coup, après, on sera ouvert évidemment à toutes vos questions. Et l'idée, c'est d'avoir un échange constructif autour de ces deux sujets, et notamment autour de vos questions. Et la vidéo est enregistrée, on pourra la Et la vidéo est retrouver. enregistrée, effectivement. On pourra la retrouver en replay. Donc faites votre plus beau sourire. C'est parti? Ouais, c'est parti. Claire? Allez, on y Ouais. va. Alors, je vais vraiment essayer d'orienter cette présentation de manière très pratique parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait des experts comptables et que vous voulez aussi, vous, sur des entreprises, relayer l'information auprès des lauréats. Donc, je ne vais pas revenir sur comment faire une demande de chômage partiel. On est maintenant à 5 semaines à peu près du confinement. Je pense que pour tous ceux qui ont dû le faire, c'est déjà fait de longue date. Par contre, après différents échanges, parce que je fais partie d'un groupe de travail avec la directe. Donc, après différents échanges que j'ai eu lieu qui a eu lieu la semaine dernière avec le directeur du travail de l'Occitanie et le directeur du travail de l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc deux grosses directes quand même, il ressort certaines lignes directrices sur le chômage partiel et sur l'instant T, mais aussi l'instant qui va arriver assez rapidement après le déconfinement et les contrôles qui vont être menés. Donc, le but de mon intervention, ça va être en fait de vous donner des clés que vous pourrez relayer pour sécuriser le chef d'entreprise par rapport aux contrôles de la directe qui vont intervenir, mais aussi par rapport aux éventuels contentieux qui pourront survenir et surgir avec les salariés, parce que ce sont des problématiques que je gère maintenant de manière quasi quotidienne. Alors, sur la constitution du dossier de chômage partiel en tant que tel, pas de difficulté particulière. Vous avez déjà dû tous donner ce conseil ou au moins le recevoir. La directe, si vous vous posez des questions, ça n'est pas est-ce qu'elle va faire des contrôles? Je vous le dis et je l'affirme à 100%, elle va faire des contrôles. Est-ce que ces contrôles vont être nombreux? Oui, effectivement, ils seront nombreux. À toutes ces entreprises qui ont fondé leur demande de chômage partiel sur je constitue un dossier de chômage partiel parce qu'il y a le coronavirus, ce n'est pas la bonne solution. Et en cas de contrôle, vous pourrez être redressé. Donc, quand on constitue un dossier de demande de chômage partiel, il faut impérativement, et si ce n'est pas déjà fait, que vous le fassiez et que vous continuiez à l'actualiser, que vous vous préconstituez toutes les preuves qui démontrent qu'il y a le coronavirus, que le coronavirus a obligé le gouvernement à prendre des dispositions particulières et que ces dispositions particulières vont engendrer une perte de chiffre d'affaires. C'est important. Ce n'est pas directement le coronavirus qui justifie votre demande de chômage partiel. Donc, il faut que vous sollicitiez vos fournisseurs, pour ceux qui ont des fournisseurs qui indiquent qu'ils n'ont plus de matière à vous donner. Il faut que vous sollicitiez des mails ou des écrits de vos clients qui vous interdisent l'accès au chantier pour ceux qui sont dans le bâtiment. Enfin, tout un tas d'éléments qui vous permettra à l'avenir et en cas de contrôle de dire, bah oui, effectivement, moi, j'ai fermé mon entreprise de manière totale ou partielle parce que j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires impactée par l'absence de fourniture, l'absence de possibilité de me rendre chez mes clients, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Deuxième volet fondamental, c'est sur la gestion des salariés. Peut-être que certains ici, directement ou par le biais des experts comptables, ont fermé totalement l'entreprise, auquel cas, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Tous les salariés sont mis au chômage partiel. Par contre, là se pose une vraie question sur les entreprises qui n'ont pas fermé leur activité, mais qui ont baissé leur activité. Comment mettre en place le chômage partiel? Je vous donne un exemple. Moi, Claire Massardier, je suis partie d'une structure. On me demande de travailler non plus à 80%, non plus à 100%, mais à 80%. Qu'en est-il de mes collègues de travail? Le constat aujourd'hui, il est qu'il y a de nombreux salariés qui vont à l'inspection du travail, même en ces cas de temps trouble, qui les appellent et qui vont voir leurs employeurs en leur demandant pourquoi eux, plus qu'une autre personne, est en chômage partiel total ou en chômage partiel à hauteur de 70%, alors que ses collègues de travail sont à 90%. Donc, le conseil
et vraiment, là j'insiste là-dessus, c'est que lorsque vous mettez en place du chômage partiel, il est fondamental que vous essayiez dans l'absolu, dans la mesure du possible, de mettre en place un système de roulement qui fait qu'à peu près tous les salariés d'une même société ou d'un même service bénéficient du même temps de travail, mais bénéficient également du même taux de chômage partiel. Pourquoi? Parce que demain, des salariés viendront vous voir et vous demanderont les raisons objectives qui vous auront conduit à le mettre plus en chômage partiel qu'un autre salarié. Donc ça, c'est important. Je ne sais pas comment pour les experts comptables vous fonctionnez, mais en tout cas pour mes clients, j'ai des entreprises qui viennent me voir en me disant bah, écoutez, maître Massardier, moi de toute façon, je n'ai pas voulu m'embêter. J'ai décidé de sacrifier Monsieur Dupont. Lui est au chômage partiel total, alors que ses autres salariés, ses autres collègues continuent de travailler. Non, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et si en tout cas vous avez des clients qui ont agi comme ça, votre devoir en tout cas de conseil, c'est véritablement de leur dire essayez d'instaurer un ordre de roulement, ce que vous voulez, mais quelque chose qui soit objectif et qui ne permette pas à des futurs salariés et à des futurs avocats de salariés de vous dire que vous avez commis un manquement grave dans la mise en place du chômage partiel et que vous avez généré de véritables discriminations. Parce que là-dessus, on viendra vous chercher. C'est évident. Les directeurs du travail avec lesquels j'ai pu échanger la semaine dernière m'ont dit qu'ils recevaient à peu près, quand je dis ils, c'est leur service, à peu près 50 appels de salariés qui leur demandent des informations sur les mises en place concrètes du chômage partiel. Donc vraiment, attention là-dessus. Autre point, toujours concernant le chômage partiel qui est essentiel, c'est toutes les entreprises, je pense qu'on en connaît toutes dans notre clientèle ou au moins dans notre entourage, qui ont fait des demandes de chômage partiel et qui pour autant continuent à faire travailler leurs salariés. Elles continuent à les faire travailler soit dans le cadre de télétravail ou alors les faire venir dans l'entreprise. Là aussi, il faut bien avoir à l'esprit que la directe, elle a clairement entendu et compris c'est le jeu de ces entreprises qui font travailler leurs salariés en chômage partiel. Donc, la règle, aujourd'hui, ça sera de dire quand il y a du chômage partiel, il n'y a pas de télétravail, il n'y a pas non plus de travail sans l'entreprise. Si chômage partiel total il y a, c'est chômage partiel, donc interdiction de travailler. J'ai des clients qui me disent « Oui, mais moi, maître, je n'ai aucun regard et aucune capacité de contrôler l'activité de mes salariés. » La directe a un argument déjà qui est prêt là-dessus. C'est vous, employeur, qui êtes responsable du fonctionnement de votre entreprise et de la prestation de travail de vos salariés. Donc, vous ne pourrez pas vous dédouaner sur vos salariés en disant « Je n'ai pas pu l'empêcher de travailler. » Donc là, attention, prenez des mesures concrètes. Si la société a totalement fermé ses portes, vous ne faites pas travailler la société, ou en tout cas vous mettez les salariés, en tout cas vous mettez un système qui nous permette de ne pas vous faire prendre sur le fait. Et si la société a simplement réduit son activité, moi ce que je vous conseille, c'est de véritablement mettre à disposition des salariés et de leur demander un retour quotidien ou alors toutes les semaines sur les périodes de travail et sur les périodes non travaillées. Vous instaurez un véritable planning de travail sur lequel le salarié doit vous rendre des comptes. Et ça, c'est la meilleure garantie que vous n'aurez pas de contentieux et qu'en cas de contrôle de la directe, vous serez parfaitement sécurisé. D'accord? Donc, pour toutes les sociétés qui ont mis un chômage partiel, non total, mais par roulement, par exemple, véritablement, délivrez à vos salariés, comme dans les dispositions de droit commun, des plannings de travail avec lundi, mardi, vous travaillerez de telle heure à telle heure. Jeudi, vous serez dans le cadre d'un chômage partiel et vous leur demandez un compte-rendu sur ces activités-là. Et si les salariés ne respectent pas ça et viennent travailler ou alors travaillent dans le cadre du télétravail alors que ça a été interdit, n'hésitez pas à prendre des mesures concrètes avec des mails et de rappeler aux salariés les règles. À ces seules conditions-là, vous assurez votre responsabilité de chef d'entreprise. Vous, dans la pré-gestion du conflit, vous vous sécuriserez devant le prud'homme et aussi vous vous sécuriserez devant la directe. Donc, je pense que vous aurez bien d'autres choses à faire que de gérer ces types de demandes-là. Donc, un conseil vraiment, appliquez et écrivez. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. D'accord ? Dernier point sur le chômage partiel, l'indemnité complémentaire. Je ne vous apprends rien. Vous savez qu'un salarié en chômage partiel a son salaire qui est maintenu à 70% de son brut, donc 84% de son net. Beaucoup d'entreprises ont fait le choix de compléter ce salaire brut. La question qui s'est posée, c'est de savoir si ce complément de salaire de 70 à 100%, donc 30%, était soumis à cotisation.
On avait une fiche pratique du gouvernement qui date de 2015, donc soit l'ancien virus. Et aujourd'hui, c'est confirmé par les URSSAF, il n'y a pas de cotisation sur cette tranche de complément. D'accord ? Par contre, attention, ce que les URSSAF vous disent également, c'est que pour bénéficier de cette exonération de cotisation, il faut un accord de branche, un accord d'entreprise ou à défaut une décision unilatérale. Donc là, conseil extrêmement important, toutes les entreprises qui ont généreusement décidé de maintenir un salaire à 100% doivent impérativement et à minima, si elles ne sont pas couvertes par un autre dispositif, mettre en place une décision unilatérale qu'elles transfèrent et qu'elles affichent dans l'entreprise et qu'elles transfèrent aux salariés. Parce que c'est précisément ce document que les URSSAF, parce qu'il n'y aura pas que la directe, il y aura aussi les URSSAF qui vont venir faire des jolis petits contrôles, mais c'est précisément ce document que les URSSAF vont vous demander de compléter. Et si vous n'avez pas mis en place cette décision unilatérale, il y aura de toute façon un redressement là-dessus, c'est évident. Pour clôturer ce petit point sur le chômage partiel, pour que vous en preniez conscience, donc il y aura le volet prud'homme. Vous savez tous comme moi que le volet prud'homme, c'est un volet qui peut coûter cher à l'entreprise. Aujourd'hui, les avocats des salariés sont, dans leur demande de dommages et intérêts, sont cantonnés dans des minima, mais aussi des maximums. S'il s'avère que vous avez fait travailler vos salariés alors qu'ils étaient en chômage partiel, que vous leur avez fait faire beaucoup plus d'heures qu'habituellement et que vous ne les avez pas payés, ils vont naturellement s'engouffrer dans la brèche du rappel de salaire pour travail dissimulé. Ils vont forcément mettre dans la cause les URSSAF et la directe. Donc, d'un contentieux prud'homal qui va déjà à la base vous coûter cher parce qu'on est sur du travail dissimulé. Donc là, on est automatiquement sur 6 mois de salaire. Va s'ajouter le contrôle de la directe. Et le contrôle de la directe, on est effectivement sur un remboursement des allocations, mais on est également sur du pénal, c'est du tribunal correctionnel. Donc attention, vraiment, ayez garde à mettre en place tous les dispositifs qui vous permettent d'assurer votre sécurité. OK ? Est-ce que déjà sur ce premier volet sur le chômage partiel, vous avez des questions avant que je passe à autre chose ? Alors, il y a des questions de Roland. Ouais. Est-ce que la formation en général ou l'intégration d'un nouveau salarié est permis? Alors, très bonne question. Vous avez constitué une demande de chômage partiel et en parallèle, vous souhaitez, je ne sais pas pour quelle raison, mais avoir recours à un salarié, un CDD pour surcroît temporaire d'activité ou une nouvelle embauche. Attention, 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 parce que ça va à contresens, et vous êtes très nombreux à le faire, ça va complètement à contresens du chômage partiel. En cas de contrôle, vous aurez du mal à expliquer pourquoi vous avez sollicité une demande de chômage partiel, d'accord ? Et pourquoi dans le même temps, vous avez embauché un salarié en CDD pour surcroît temporaire d'activité, parce que c'est clairement les questions qu'on me pose aujourd'hui, ou en CDI. La seule chose que je peux valablement vous répondre aujourd'hui, c'est que vous mettez en péril votre dossier de chômage partiel, sauf si vous aviez fait, avant la mesure de confinement, une demande, une promesse d'embauche, d'accord ? Par exemple, moi, Claire Massardier, j'ai mis en place une promesse d'embauche que j'ai rédigée le 8 mars, par exemple, pour une embauche au 1er avril. Dans ce cas, il n'y a pas de difficulté. La promesse d'embauche est un acte juridique qui prendra tout son effet le 1er avril. Et le salarié, s'il ne peut pas travailler, dans ce cas-là, bénéficiera du dispositif relatif au chômage partiel. En dehors de ce cas très précis, attention, on n'est pas cohérent. On n'est pas cohérent et donc on a un risque de mettre à mal son dossier de chômage partiel. Oui, Claire, c'est Roland, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci pour la réponse. J'avais une toute petite question opérationnelle. Oui. Quand on est en chômage partiel, je pense qu'il faut aussi recommander aux managers de ne pas envoyer de mails de professionnels ou de solliciter leurs salariés. Oui, bien sûr. Tout ce qui permet de démontrer qu'il y a eu des échanges. J'ai un client hier qui m'a dit j'ai un salarié qui raille parce qu'il est au chômage partiel, je le rémunère à hauteur de 70% et je lui demande de faire un petit effort et quand même de travailler. Alors, dans l'absolu, j'entends la préoccupation de mon client qui est celle d'acter d'une reprise le plus rapidement possible, d'essayer de faire fonctionner son entreprise. Mais malheureusement, ce ne sera pas la position de la directe et ce ne sera pas la position des salariés, à qui, très certainement, on va demander un effort supplémentaire dans les mois à venir, qui est de décaler des congés payés, de peut-être pas prendre autant de congés payés que d'habitude. Donc, ce sont des salariés qui vont arriver en bout de course du chômage partiel, à qui on va demander un effort supplémentaire. Donc, les contentieux, je vous assure qu'ils vont être là. Et ces contentieux,
et en tout cas ces problématiques seront là, et bien plus présentes dans la mesure où j'ai déjà beaucoup de salariés, beaucoup d'entreprises plutôt, qui m'expliquent qu'elles se rendent compte grâce à cette crise ou à cause de cette crise qu'elles ne peuvent pas compter sur tel ou tel salarié, et m'expliquent déjà que de toute façon, elles procéderont à des licenciements dans les mois qui vont venir de ces personnes en question. Donc, si des licenciements il doit y avoir, il faut déjà regarder derrière soi, derrière sa porte, et faire en sorte que tout soit bien carré, au moins sur les dispositions relatives au chômage partiel, pour éviter d'avoir ce contentieux correctionnel et pour éviter aussi d'avoir ces 6 mois de travail, ces 6 mois d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Donc, effectivement, on évite les allers-retours de mails. La seule chose que je vous préconise, ce sont des mails pour un peu acter des horaires de travail du salarié, de définir le cadre de travail. D'accord? Et c'est d'autant plus vrai, ça me permet de rebondir un peu, si le salarié est en télétravail. Le télétravail, c'est super, mais ça ne doit pas être une porte ouverte à tous les abus. J'ai un client qui m'a contacté vendredi en m'expliquant, il n'est pas du tout dans l'alimentaire, il ne fait pas partie des dispositions dérogatoires, qui m'a expliqué qu'il faisait travailler ses salariés 62 heures par semaine. Ça, c'est un gros problème parce qu'on dépasse les maxima autorisés. C'est un gros problème parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle de la durée du travail. Et je vous assure que dans le cas d'un contentieux prud'homal pour heures supplémentaires, ça risque de faire très très mal. Ça risque de faire très très mal. Il y a un syndicat des avocats qui s'appelle le SAF, dans lequel il y a beaucoup d'avocats pro-salariés. Les avocats pro-salariés, en tout cas, des retours qu'ils ont pu avoir de leurs clients, préparent la défense principale dans les dossiers à venir. Ce sera l'abus de l'employeur dans le cadre du dispositif de chômage partiel, et notamment cet abus via le recours aux heures de travail non rémunérées. Donc attention. J'avais une petite question. Si jamais le salarié ne vient pas chercher son matériel pour être en télétravail, qu'est-ce qui se passe s'il ne vient pas prendre son ordinateur? Alors, c'est une faute. Habituellement, dans le cadre des dispositions de droit commun, le télétravail a été largement encadré. À savoir que le télétravail, normalement, c'est une charte qui encadre et précise les conditions liées au télétravail. Et à défaut d'une charte, ça je le précise pour toutes les entreprises qui ont recours au télétravail qui ne sont pas au courant, c'est un avenant au contrat de travail qui précise les plages de disponibilité, les plages de non-disponibilité, enfin tout un tas d'éléments. Aujourd'hui, dans le cadre des circonstances exceptionnelles, on a un article du Code du travail qui prévoit que l'employeur peut unilatéralement mettre en place du télétravail et donc imposer, dans le cadre de ce télétravail, ces conditions. Donc attention, effectivement, le fait pour un salarié de ne pas se soumettre au télétravail, de ne pas prendre en compte les différentes instructions de son employeur, comme venir chercher son ordinateur, et donc de ne pas avoir l'outil pour télétravailler, c'est une faute. C'est une faute. Concrètement, après, on le met en chômage partiel ou c'est du sans solde? Alors, concrètement, ce que je vous conseille, si, en l'occurrence, si votre salarié ne vient pas chercher son ordinateur et qu'il n'est pas capable donc d'effectuer la moindre prestation alors que vous lui avez demandé, ce que je vous conseille, c'est l'envoi d'un courrier recommandé. Alors, le courrier recommandé, en ce moment, c'est un peu compliqué, bien qu'il y ait les courriers recommandés en ligne, en lui expliquant qu'effectivement, depuis telle date, il est en télétravail, qu'on lui a demandé de se présenter au sein de la société pour venir chercher son outil de travail. Si pas de retour, et en lui précisant dans ce courrier qu'à défaut de retour de sa part dans un délai de X jours à compter de réception de la présence, le salarié sera en absence injustifiée. D'accord? Attention, le contrat de travail sera suspendu et il ne sera pas rémunéré. Alors attention, ce type de raisonnement ne vaut que si effectivement le salarié clairement vous dit non, moi je ne veux pas télétravailler, je ne veux pas aller chercher mon ordinateur. Si derrière le salarié fait état d'autres impératifs plus compliqués, comme la peur, par exemple, de se rendre au boulot de bonne ou mauvaise foi, ce n'est pas la question, mais comme la peur de se rendre au travail pour récupérer son ordinateur, il faudra appréhender les choses différemment. Donc là, moi, ce que je vous conseille, s'il y a d'autres problématiques à côté et que vous sentez le salarié pas forcément de mauvaise foi, essayez d'engager une discussion avec lui. Et puis, si vraiment vous vous rendez compte que le télétravail va être compliqué avec cette personne, j'aurais tendance à privilégier pour une fois l'apaisement et d'un commun accord avec le salarié de lui proposer le chômage partiel. Mais vous lui proposez par écrit pour que derrière, il ne vienne pas vous reprocher de l'avoir mis de manière discriminatoire en chômage partiel. Je vous dis ça
c'est un peu au cas par cas. C'est vraiment en fonction de la personne que vous avez en face de vous, de l'antécédent de votre relation, de son ancienneté. Aujourd'hui, vous dire c'est une faute, donc on va directement le sanctionner, ou des circonstances exceptionnelles, ça risque de mal passer pour les juridictions prud'homales. Je vois qu'il y a d'autres questions, qu'on puisse me les faire passer. Thierry, je crois que vous voulez poser une question. On ne t'entend pas, Thierry. Vas-y. On t'entend pas. On t'entend pas. Peut-être qu'on peut me relayer sa question? Ah, pardon, je l'active. J'entends rien du tout. Vous m'entendez là ou pas? Là, oui, vas-y. Bon. Dans le cadre d'une société qui a plusieurs établissements secondaires dans un périmètre relativement restreint, autour de 50 km, est-ce que le travail doit être équitable entre les établissements, où il peut y avoir un établissement en chômage partiel à 50%, un autre à 75%? Alors, je ne vous ai pas très bien entendu, mais ça a été haché. Mais si je comprends bien, c'est une entreprise qui a plusieurs établissements et votre question consiste à me demander si entre les établissements, vous pouvez mettre en place du chômage partiel de manière différente. C'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même avoir ce raisonnement dans une même entité, un même établissement entre différents services. Vous pouvez gérer le chômage partiel d'un service RH, par exemple, totalement différemment du service de production, du service informatique, d'accord? L'important, c'est d'avoir des raisons objectives qui vous permettront a posteriori de justifier pourquoi tel et tel service a été en arrêt total d'activité, pourquoi ou tel établissement, lui, par contre, a continué de fonctionner. Il n'y a aucun interdit là-dessus. Pour les mêmes fonctions. Pour les mêmes quoi? Pour la même fonction, c'est-à-dire dans deux établissements, on peut avoir un chômage partiel à 20% dans un établissement et à 80% dans l'autre, avec la même activité. Moi, aujourd'hui, pour essayer d'avoir une équité la plus parfaite possible, je déplace des salariés d'un établissement, ce qui est prévu dans le contrat de travail, d'un établissement sur l'autre, de façon à ce qu'il y ait une équité entre les différents établissements secondaires. Mais je voulais savoir si… Pardon? Oui, ça me va. Oui, mais… Vous respectez un principe d'égalité, après vous êtes sur différents établissements. Tant que vous avez des raisons objectives, il n'y a aucun problème, vous pouvez mettre en place les mesures que vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je m'aperçois que le système a ses limites, puisque du jour au lendemain, on peut avoir des gens malades, des gens absents, et forcément, on est obligé de réguler le chômage partiel en fonction des éléments au jour le jour. Donc, il y a un moment où l'équité entre les établissements, c'est difficile. L'équité entre les établissements peut être rompue parce qu'effectivement, vous avez des arrêts maladie, des absences inopinées ou alors des commandes qui finalement sont au dernier moment annulées. Je ne connais pas votre activité, mais en tout état de cause, ces éléments-là que vous m'expliquez, à savoir des arrêts garde d'enfants, des arrêts maladie, constituent autant de points objectifs que vous pourrez valablement justifier dans la directe. Ce n'est pas vous qui, du jour au lendemain, parce que vous en avez envie, avez décidé de placer tel salarié de tel service en chômage total et un autre salarié en chômage partiel par roulement. Donc là, vous venez de me citer autant d'éléments objectifs. Donc, gardez tous les mails des salariés qui vous disent qu'ils ne peuvent pas venir travailler, gardez tous les dispositifs à regard d'enfants qui vous sont transmis avec les dates. Comme ça, si vous avez un contrôle de la directe qui porte sur ou un contentieux de la part des salariés qui porte sur la mise en place du chômage partiel, vous serez en capacité en tout cas pleinement de le justifier. Donc pour moi, ça ne me pose pas de souci parce que vous n'êtes pas dans la mise en place complètement aléatoire et désordonnée du chômage partiel. Donc, il n'y a aucun problème. L'important, c'est toujours cette notion de critère objectif, qui subsiste et qui est fondamentale en droit du travail. Hein. Le but, c'est de ne pas mettre en place des discriminations. Hein. C'est de ne pas faire comme certains de mes clients qui vous disent maître, moi, personnellement, je n'ai pas envie de m'embêter avec ces systèmes de roulement, j'ai autre chose à faire. Moi, j'en sacrifie un et puis je ne complète même pas son salaire. Hein. Bon. Ok, merci beaucoup. De rien. Bonjour, une petite question. En fait, si on fait du télétravail et du chômage partiel, il faut mettre des plannings en place, c'est ça? Ouais, je vous conseille. Il y a le droit commun. À partir du moment où on est dans le cadre d'horaires individualisés,
le droit commun vous oblige à mettre en place des horaires de travail individualisés, enfin des plannings de travail individualisés qui, normalement, quand les salariés n'obéissent pas tous au même horaire de travail, doivent être contresignés tous les jours et il doit y avoir un récapitulatif toutes les semaines. Ça, c'est ce que chaque entreprise, normalement, qui emploie ses salariés selon des horaires différents, est obligée de faire. Plus que tout aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment, effectivement, donner aux salariés un planning de travail par un quelconque mode de transmission qui vous permet d'en assurer la preuve de la transmission, en tout cas, qui permettent de dire lundi, mardi, jeudi, de telle heure à telle heure, tu es en télétravail, et puis les autres jours, par exemple, tu bénéficieras du système de chômage partiel. Donc oui, mettez en place des plannings de travail. Hein. C'est fondamental. Et pour les semaines qui sont passées, comment on fait? Si vous ne l'avez pas déjà mis en place, ça va être compliqué. ça va être compliqué. Aujourd'hui, comment vous fonctionnez, vous? Comme ça. Oui, alors comme ça, j'entends, mais vos salariés, ils travaillent 5 jours. Vous devez, j'imagine, comme la plupart des entreprises, vous fonctionnez sur 5 jours ouvrables. Oui. Donc, sur ces 5 jours ouvrables, les salariés, ils sont en télétravail 5 jours ou ils sont en télétravail 4 jours et il y a un jour de chômage partiel. Comment est-ce que vous faites? En fait, ils gèrent un petit peu leur activité en fonction du flux entrant qui est très très faible, quoi. Voilà. Ouais. Donc après, par contre, on a une messagerie qui nous donne un volume qui n'a rien à voir avec l'activité précédemment. Donc ça, mécaniquement, si vous voulez, on voit que… Ouais. Moi, dans votre cas, ce qui me préoccupe, c'est pas tant l'aspect contentieux supplémentaire, parce qu'on serait en capacité de démontrer que vous avez un horaire de travail qui est beaucoup moins important que d'habitude, c'est plutôt les recours auprès de la directe. Donc, essayez quand même de mettre en place un ersatz de solutions qui disent qui vient un mail, par exemple, je ne sais pas, j'essaie de réfléchir là sur le moment présent, pourquoi pas un mail qui vient dire, écoutez, madame, monsieur, comme évoqué depuis le début du fonctionnement, je vous rappelle que nous fonctionnons de la manière qui suit. Vous voyez, n'hésitez pas dans votre mail à préciser le terme de rappeler, comme je vous l'ai déjà expliqué. Comme ça montre que finalement, vous venez écrire quelque chose qui est fixé dans le marbre depuis le début du confinement. Pas solution parfaite, mais en tout cas, ça sera un début de protection. Merci. De rien. On parle de télétravail, de fixation des heures. Concrètement, est-ce qu'on a la possibilité de fixer des plages horaires de travail pour les gens qui sont en télétravail? Si on a des gens en face qui nous disent en contrepartie, compte tenu de ma situation de famille, de mes enfants, je ne peux pas accorder autant de travail que je voudrais dans la journée, donc je ne peux pas effectivement m'adapter à ces horaires de travail. D'autres personnes peuvent nous dire également, parce que concrètement en droit social, vous le savez, en ce moment le site de la Directe est plutôt inactif dans la journée parce que complètement pris d'assaut et plutôt actif le soir. Donc on a du personnel en social qui bosse plutôt le soir et qui envoie des mails le soir, donc avec la preuve de leur travail sur des plages horaires totalement incongrues par rapport aux habitudes de travail. Donc qu'est-ce que ça peut donner ça en termes de conflit? Alors, il y a ce que vous aurez demandé à vos salariés, d'accord, et il y a ce que les salariés vont en faire. Donc, dans un dossier, en tout cas, si demain je dois déposer un dossier devant le conseil de prud'homme, je partirai avec une épée dans le pied si à la base vous n'avez pas fixé de cadre. D'accord? Il est toujours plus facile devant le conseil de prud'homme de dire j'ai fixé ce cadre, mon salarié n'a pas respecté. Effectivement, mon salarié pourra donner un autre argument phare, mais il est toujours plus facile de dire moi j'ai donné un cadre, mon salarié n'a pas respecté pour des raisons qui lui appartiennent. Que de ne pas fixer de cadre du tout. Okay, donc, effectivement, aujourd'hui, encore une fois, on est dans une situation inédite. Ce que je vous conseille, en tout état de cause, même si vos salariés vous disent « moi, je ne peux pas respecter ce cadre-là pour X ou Y raison », je vous conseille quand même de fixer un cadre. Si derrière, mon salarié vient contester, vient me dire qu'il a fait des heures ou autre, je serai en capacité de dire « mais attendez, vous venez me dire que moi, je n'ai pas respecté ce cadre, mais c'est vous par mail qui m'avez précisé ne pas pouvoir respecter ce cadre-là en raison de vos impératifs de famille, vos enfants, votre mari ou tout autre élément perturbateur. » D'accord? Donc, fixez déjà un cadre. Et après, effectivement, si vous vous rendez compte qu'il y a des salariés qui quand même télétravaillent le soir, j'aurais tendance à dire que
pour la bonne forme et en fonction des relations que vous avez avec vos salariés, si vous sentez qu'il y en a un ou deux qui seraient susceptibles d'être un peu, d'avoir une fibre contentieuse, en tout cas, rappelez-lui qu'il ne peut pas travailler en dehors des plages de travail. D'accord? Comme ça, vous aurez quand même rempli partiellement vos obligations de chef d'entreprise en rappelant au salarié son cadre d'intervention et en lui rappelant, s'il déroge à ce cadre, qu'il y a quand même, lui, des obligations et des impératifs à respecter. D'accord? Ce qui permettra vraiment de mettre à max sa demande. Hein. Ouais, c'est juste teinté d'hypocrisie, ça, parce que Ah bah, finalement, on est bien content. d'accord. Ah bah, on est bien d'accord. On est juste bien content qu'ils travaillent effectivement le soir parce qu'ils ont accès au traitement des dossiers sur la directe et qu'ils peuvent effectivement de fait. On est bien d'accord. Donc, alors, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais en fait, la législation en ce moment qui est mise en place, de toute façon, est basée à 80% sur de l'hypocrisie. Donc oui, c'est de l'hypocrisie. Moi, aujourd'hui, je n'ai absolument pas un outil magique pour vous dire faites ci, faites ça, parce qu'en fait, je ne sais pas moi-même. Je navigue entre les dispositions légales et j'essaye d'avoir le coup d'après, la vision d'après, pour vous dire si demain on a un contentieux avec des salariés de mauvaise foi, voilà ce qu'il faudrait faire. Parce que moi, au moins, j'aurais des éléments auxquels je pourrais répondre de manière objective. Mais on est bien d'accord, c'est ni plus ni moins que très hypocrite. Je suis d'accord avec vous. On est bien d'accord. Père, Roland, justement, dans ce cadre-là, et pour changer un tout petit peu de sujet, quelles sont vos recommandations en termes de mise en place des mesures de protection? C'est-à-dire, quel type de documentation il faut avoir pour éviter qu'on puisse avoir des plaintes à terme pour les gens qui travaillent aujourd'hui et ceux qui vont retravailler demain? Alors, c'est un point sur lequel on travaille depuis déjà un petit moment et je vois effectivement que l'heure tourne, donc vous faites bien de me faire passer à un autre sujet. Moi, ce que je conseille de faire, parce qu'effectivement, comme ma consoeur, on est avant tout des juristes et des conseils, et qu'en tant que juriste ou conseil, la meilleure préconisation que je puisse vous donner, c'est d'écrire. Donc, si vous avez décidé, si vous faites travailler aujourd'hui vos salariés, que vous avez décidé à tout le moins d'une reprise anticipée, je vous conseille d'écrire et de remettre un écrit à chaque salarié en leur expliquant clairement quelles sont les règles de santé et de sécurité qui sont mises en place au sein de la société. D'accord ? J'ai des clients, par exemple, qui me disent écoutez, Maître Massardi, moi je reprends demain. Et dans le cadre de cette reprise, j'interdis les pauses collectives. Je fais livrer des plateaux repas et chaque repas doit être pris de manière isolée. C'est un transpalette par personne, c'est une machine par personne, c'est 1 mètre de distance, etc. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, j'écris toutes les mesures concrètes de santé et de sécurité qui ont été mises en place. Je joins la fiche du gouvernement sur les gestes barrières et je joins également, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des fiches métiers qui sont apparues. Heureusement qu'on n'a pas attendu ces fiches métiers pour mettre en place bien avant des mesures concrètes pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Mais en tout cas, il y a des fiches métiers qui sont là, qui sont fixés. Il y en a pour les abattoirs, il y en a pour les caissiers, il y en a pour les femmes de ménage. Donc, je vous conseille également de les joindre et de les faire paraffer par vos salariés. Comme ça, vous avez la preuve qu'effectivement, tous les salariés ont bien été informés des mesures concrètes mises en place. Et c'est à ce prix-là seulement que vous pourrez faire travailler les salariés avec un minimum de sérénité, d'ailleurs. Une dernière question peut-être avant de passer au deuxième sujet. Oui. Moi, j'avais une question sur la mise en place des congés, pour imposer des congés quand on est moins de 10. D'accord. Alors là, il y a deux grands cas de figure. Il y a les congés acquis mais non pris au 31 mai 2020. D'accord ? Dans ce premier cas de figure, congés acquis mais non pris au 31 mai 2020, il faut distinguer 2 autres situations. Première hypothèse, vos salariés ont posé 1 semaine ou plus de congés payés au plus tard au 31 mai. Vous voulez déplacer ces congés payés. D'accord ? Vous voulez les avancer, en tout cas, pas les reporter après le 31 mai, mais les avancer. Vous pouvez unilatéralement avancer cette date de congé payé, en respectant un préavis d'1 jour franc sans avoir l'accord du salarié. Congé payé acquis mais non pris au 31 mai 2020, mais déjà posé. Pour les congés payés qui sont acquis mais non pris au 31 mai 2020 et que les salariés n'ont pas encore posé, vous ne pourrez imposer 1 semaine de congé que si vous avez un minima, un accord d'entreprise, d'accord, qui vient déterminer les conditions de fixation de cette semaine de congé payé. Sans accord d'entreprise, si vous voulez imposer aux salariés de poser des congés payés avant le 31 mai 2020, vous devrez impérativement obtenir l'accord du salarié.
C'est impératif. Donc, les dérogations que l'État a souhaité mettre en place sont finalement extrêmement limitées parce que si vous, aujourd'hui, entreprise moins 10, de toute façon, vous souhaitez mettre en place et imposer une semaine de congé payé acquis mais non pris au 31 mai, vous devrez, dans les conditions de droit commun, négocier de toute façon un accord d'entreprise avec l'ensemble des salariés de la société. OK ? Deuxième grand cas de figure, les congés par anticipation, c'est-à-dire les congés qui vont être acquis à partir du 1er juin 2020. Là, c'est exactement la même chose. Si vous souhaitez faire prendre par anticipation ces congés-là, la seule solution que vous aurez, même dans les entreprises sans représentant du personnel, c'est de négocier un accord d'entreprise. Sauf si, naturellement, vous obtenez l'accord écrit des salariés. Hein. Là, c'est autre chose. Hein. Mais sans accord écrit des salariés, si vous voulez imposer quelque chose, c'est un accord d'entreprise. En fait, moi, le cas, c'est que tout le monde a joué le jeu sauf une personne. Et alors, expliquez-moi concrètement le cas de figure. Donc, c'est sur les congés. Là. En fait, ce qui se passe, hein, c'est que moi, normalement, au mois d'avril, déjà, ils doivent tous poser, ils le savent, il y a des périodes où ils doivent poser des congés. Donc, c'est une période où on doit poser des congés, ce qui doivent maximum travailler 18 jours. Et cette personne n'a posé aucune journée. Et qu'est-ce qui se passe Donc, c'est des congés qui sont acquis mais non pris au 31 mai 2020. D'accord. C'est futur, c'est par anticipation, ouais. Ah, c'est par anticipation. Alors là, malheureusement. Parce qu'en fait, en temps normal, elle aurait dû déjà en poser. C'est qu'en fait, elle avait posé un peu. Moi, c'est des cadres, hein, donc forfait jour. Ouais. Et il y a des périodes où, justement, il y a des périodes où ils doivent poser plus de. Enfin, c'est des périodes propices à poser des jours et des périodes où c'est moins propice. Et normalement, sur avril-mai, ils doivent poser des jours. Ils ont tous joué le jeu, sauf une personne qui n'est pas venue chercher son matériel de travail et qui ne veut pas poser ses congés non plus. J'ai pas de solution miracle. Vous rentrez en plein dans les dispositions légales et dans les dérogations légales qui sont ultra limitées. Donc, c'est-à-dire que la seule possibilité… Accord d'entreprise, je peux faire un référendum un petit peu simple, par visio. Normalement, c'est ça. Hein. Normalement, c'est ça. Aujourd'hui, vous pouvez consulter vos salariés par un référendum sous réserve de mettre en place des dispositions pratiques. Après, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de rédiger un accord d'entreprise qui devra quand même avoir revêtir une certaine forme soumise à l'approbation des salariés. Je vous passe toutes les autres conditions et ensuite déposer à direct pour une salariée. C'est juste la question qu'il faut vous poser. Ah oui, je ne peux pas faire juste un petit référendum comme ça, simple. Non. Ah non. Il faut vraiment passer par l'accord d'entreprise à chaque fois. Ah bah oui, c'est pour ça que quand on me parlait tout à l'heure d'hypocrisie, bah oui, je suis d'accord, on est en plein dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on cherche à faire croire qu'on facilite certaines choses, mais en fait, il y a quand même des pans entiers d'ordre public du droit du travail qui, de toute façon, n'ont pas été modifiés. Donc, les choses changent quand on a des salariés qui jouent au jeu. À partir du moment où on n'a pas de salariés qui jouent au jeu, on se retrouve dans l'imbroglio juridique et avec les contraintes qu'il impose, hein, de toute façon. Ok, d'accord. Ok, merci. Peut-être sur ce sujet, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser par écrit et puis on essaiera de répondre peut-être rapidement à la fin avec Claire. Ou alors, Gilles, ce qu'on peut faire également, c'est pour les participants, n'hésite pas à transférer directement mes coordonnées téléphoniques, mon portable, et je répondrai aux questions auxquelles on va pas pu répondre aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On va passer au deuxième sujet, peut-être Marion. Bonjour à tous, je rallume mon micro. Voilà, je te laisse la parole. Bon, bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde est présent quand je me suis tout à l'heure. Donc, Marion Danis, avocat à Montpellier, en droit des sociétés et droit commercial. Je fais principalement du conseil aux entreprises. Du coup, les sujets qu'on traite aujourd'hui, c'est relations commerciales, en fait, contrats commerciaux. J'ai eu, pareil, sur des clients, pas mal d'interro-mesures prises ou pas avec l'état d'urgence. Donc, moi, ce que je comptais vous proposer, c'est vraiment les contrats commerciaux qui peuvent être de toute nature et on peut être des deux côtés, en fait, du contrat. Débiteur ou créancier. Sur l'état d'urgence qui a été prononcé, il y a eu quelques mesures effectivement prises dans ce domaine, mais à mon sens, très peu qui répondent vraiment aux problématiques des clients. Sur certains domaines très particuliers, comme les règles
précise, mais pour le droit des contrats en général, il y a eu peu de choses vraiment très contraignantes. Donc, pour rappel, sur vraiment déjà la force obligatoire du contrat, hein, est-ce qu'on doit, même si on est en incapacité de le faire, remplir ses obligations contractuelles. Donc, faire des livraisons, fournir du matériel, voilà, ça peut être très très large, hein, mais est-ce qu'on est obligé de le faire? Aujourd'hui, il n'y a pas, dans les mesures prises par le gouvernement, une règle qui dit que du fait du Covid, on peut ne pas remplir ses obligations. Ça, il n'y a rien qui nous le dit. Donc, on reste sur une force obligatoire du contrat. De nature, on doit continuer à remplir ses obligations contractuelles et à l'inverse, du coup, on doit payer les échéances d'un contrat quand elles arrivent. Donc, à ce jour, il n'y a pas eu… Hop, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, à ce jour, il n'y a pas eu de… Oui, parfait. Pardon, hein, oui, parce que ça… Donc, à ce jour, il n'y a pas eu de mesure concrète sur… il n'y a pas eu une mesure phare là-dessus. Par contre, donc, ce que je peux en dire, pour moi, les obligations contractuelles doivent perdurer. On doit, dans la mesure du possible, essayer de remplir ces obligations contractuelles. Les seules mesures spécifiques qui ont été prises, c'est sur les sanctions. Si on ne peut pas, par exemple, payer un fournisseur, à ce jour, les pénalités afférentes au contrat ne peuvent pas être demandées devant les tribunaux et on ne peut pas demander la résolution contractuelle d'un contrat aujourd'hui. Parce que donc il y a eu plus, c'est sur les sanctions, on a plus traité le mal que les symptômes de ce mal. Donc, à ce jour, il y a la force obligatoire des échéances, mais si vous ne remplissez pas cette obligation, il n'y a pas de sanction. Pas de sanction en ce moment, pas de sanction pour les échéances qui arrivent pendant cette période. Attention, c'est seulement suspendu, ça veut dire qu'à la fin de la crise, à la fin de l'état d'urgence, hein, donc aujourd'hui c'est le 25 mai, donc au 25 juin, toutes ces sanctions peuvent reprendre, toutes les procédures pourront reprendre. Donc ça ne veut pas dire, ce n'est pas un délai de… c'est pas, vous n'êtes pas gracié de vos obligations, c'est juste une suspension où vous n'avez pas de pénalité, vous n'avez pas de sanction, on ne peut pas demander la résolution du contrat à cette date-là. Par contre, le juge, une fois qu'il aura pris connaissance, il regardera aussi, un petit peu comme en droit social à mon sens, est-ce que ça a été fait de bonne foi, la suspension des paiements, ou est-ce qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter de payer vos créanciers parce qu'en contrepartie, les fournitures avaient été livrées, et donc est-ce que vous avez quand même eu tort de ne pas payer? Donc, à ce jour, aucun texte ne dispense le débiteur contractuel de ses obligations en raison de la crise. Ça, c'est vraiment ce que je voulais souligner. Ensuite, moi, j'ai eu beaucoup de questions de savoir, mais alors, comment je fais si je ne peux pas remplir mon obligation alors que je dois le faire, hein, au niveau du droit des contrats, vous devez procéder à votre livraison, mais techniquement, à cause du coronavirus, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, il faut aller en fait sur le droit des contrats classiques. En droit des contrats classiques, on a des éléments qui, quand on ne peut pas exécuter, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc, en fait, à ce niveau-là, il y a pas mal de règles. Donc, il y a des règles qui sont plutôt en type de sanctions, hein. Par exemple, comme l'exception d'inexécution, comme mon co-contractant ne m'a pas livré, je ne paye pas le prix. Donc, c'est un petit peu en réponse à une inexécution de la part de mon co-contractant. Donc, on a ce genre de règles qui sont plutôt, on va dire, pré-contentieuses. Et puis après, vous avez des notions qu'on n'a pas l'habitude de traiter qui vont survenir dans les contentieux. C'est tout ce qui est la force majeure ou l'imprévision. Ces deux notions, alors je ne veux pas rentrer dans le détail trop technique de ces notions, mais elles serviront très certainement certains co-contractants pour dire, voilà, est-ce que je n'ai pas pu remplir mon obligation parce que j'étais en cas de force majeure? Même si tous les éléments de la force majeure sont quasi remplis du fait du Covid, du fait du confinement, ça ne sera pas forcément automatique. Et là aussi, il faudra bien analyser chaque situation et chaque cas va être un petit peu… il faudra étudier les choses au cas par cas et ce ne sera pas une généralité de dire parce qu'il y avait le Covid, tout le monde pouvait arrêter ses obligations, de remplir ses obligations. Donc là, moi, j'ai eu quelqu'un dans l'événementiel qui me disait que sa crainte, c'était son problème actuel, c'était que les gens
annuler les événements et notamment les annuler pas pendant la période où elle ne pouvait pas remplir elle-même son obligation. Ça, on avait compris qu'elle ne pouvait pas le faire, donc elle devait soit rembourser, soit demander de reporter l'événement. Mais surtout, c'était des événements et des gens commençaient à annuler pour juillet, août, voire septembre. Moi, le conseil que je lui ai donné, c'était que ces événements-là, à ce jour, était possible d'être toujours maintenus. Alors, si on était selon le nombre de personnes, etc., mais c'est des événements qui auraient pu être maintenus. Et si le client voulait annuler parce que il décidait d'arrêter son activité ou parce qu'il avait trop peur ou pour des raisons non objectives, en fait, il devait s'en référer aux conditions classiques du contrat. Et pour le cas de cette cliente, par exemple, il avait le droit d'annuler dans les conditions générales du contrat, mais l'acompte de 50% qui avait été versé était conservé par l'entreprise. À mon sens, ces règles, à ce jour, sont encore applicables. Et on ne pourra pas dire que c'est la force majeure qui a permis d'annuler le 20 avril un événement de août. À ce jour, je ne pense pas que ce soit possible. Après, c'est évolutif, en effet, dans le temps. Donc, il faudra faire attention à ces notions. Des notions qui, en jurisprudence, ont très rarement été mises en avant, mais on n'a jamais été dans un cas de confinement quasi total de la population. Donc, il y aura forcément des évolutions de la jurisprudence et forcément que la jurisprudence va observer les règles à l'aune de ce confinement. Donc, moi, ce que je préconise, c'est, même si c'est un travail fastidieux, c'est de regarder les contrats vraiment au cas par cas, les obligations au cas par cas et de voir est-ce que j'exécute, oui, non. Si mon client ne me paye pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aller plus tard en justice pour essayer d'obtenir gain de cause? Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas payer juste parce que c'est la crise. Et que c'est vraiment si l'obligation n'a pas pu être remplie, etc. Donc, vraiment d'étudier au cas par cas chaque demande de contrat. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Je vois qu'il y a ça. Marion, c'est Roland. J'ai une question qui marche dans les deux sens d'ailleurs. Tu m'entends? Ok. Allô? Oui. Oui, je t'entends. Je prends juste mon câble en même temps parce que je crois que encore une fois, il y a un contrat commercial qui est en place. Ok. Dans un contrat commercial, il y a un fournisseur qui livre à un client et il y a un client qui reçoit des choses d'un fournisseur. Ok. Quid s'il y a un manquement aux quantités livrées? C'est-à-dire, je passe une commande de 100 et le fournisseur dit je peux en livrer que 20. Quelle documentation et quelle action il faut prendre pour se protéger de chaque côté? Alors, moi, ce que je préconise, l'idéal, c'est le plus possible, c'est de négocier et d'être de bonne foi. C'est-à-dire d'essayer avec ce fournisseur de se mettre d'accord. Pendant cette période, comme en plus les tribunaux aujourd'hui sont fermés et que quand ça va reprendre, ils vont être complètement surchargés, ça va être compliqué, même si on est dans son bon droit, ça va être compliqué ou surtout très long, même si on est dans son bon droit, d'avoir gain de cause et d'avoir du coup soit des dommages et intérêts, soit obtenir la livraison des bonnes quantités en fait, parce que in fine, c'est ça qu'on va vouloir. Donc, plus on va… En plus, moi, je fais beaucoup de conseils et de négociations. Déjà, en temps normal, j'essaye de préconiser ça à mes clients. Mais là, dans cette phase, je pense qu'il faut essayer au maximum de garder le contact et d'essayer chacun de faire des efforts des deux côtés. Parce que s'il y a des livraisons, si vraiment votre fournisseur ne peut pas faire autrement, il faut peut-être l'entendre pour essayer d'avoir le minimum de ce que vous pourrez avoir besoin pour continuer aussi votre activité et ne pas être en péril et négocier avec lui, forcément, il y a une tarification qui peut être différente. Donc, par exemple, garder la tarification sur une moins grande quantité, les mêmes tarifs que si j'avais commandé en plus grosse quantité. Enfin, je pense qu'on peut des deux côtés gagner quelque chose et être gagnant sur une opération, même si le contrat n'est pas exécuté parfaitement. Si on n'arrive pas à s'entendre, encore une fois, les règles, c'est les règles contractuelles classiques, donc il faut voir ce qui est marqué dans le contrat. Donc, si je n'exécute pas, quelles sont les sanctions que peuvent avoir cette personne. Et pendant cette période, on ne peut pas faire appliquer forcément toutes les sanctions. Donc, il faudra attendre la fin du confinement et l'ouverture des tribunaux pour faire entendre notre voix en justice. Mais comme ça va être long, et encore une fois, je crains un peu que les tribunaux soient bien bouchés à la fin de cette période, je préconise vraiment les accords amiables le plus possible.
Donc, si vous avez… Alors, soit la quantité, par exemple, de marchandises est suffisante pour travailler, bon, du coup, c'est bien de prendre au moins ça. Soit d'avoir une si petite quantité, ce n'est pas légitime et du coup, vous ne voulez plus rien, c'est de négocier la résolution du contrat. Mais à mon sens, même chose s'il y a un changement de source. Par exemple, j'ai un contrat avec un fournisseur de services ou de produits, ok, il ne peut pas me livrer, j'en trouve un autre, j'annule mon contrat avec le fournisseur précédent pour pouvoir bénéficier immédiatement de ce dont j'ai besoin. Oui, ça c'est possible, mais encore une fois, il faut d'abord avoir bien pris acte de la rupture avec le premier contrat peut-être. Donc c'est pour ça peut-être d'abord entendu avec le premier co-contractant qui ne peut pas livrer. Bon là, s'il ne peut pas livrer et que c'est matérialisable, il n'y a pas de souci, on peut aller contracter avec quelqu'un d'autre évidemment. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je regarde peut-être sur le chat. Pas spécialement. Peut-être juste moi, c'est une question qui me vient comme ça. La force majeure, est-ce que ça c'est une force majeure du coup pour les contrats? Parce qu'il y a souvent dans les contrats marqué cas de force majeure. Est-ce qu'on est dans le cas de force majeure? Alors, justement, je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail. Est-ce qu'on est dans le cas de force majeure? On a beaucoup d'éléments de la force majeure qui seront évidemment applicables pour cette crise. Maintenant, ce sera au cas par cas quand même qu'on va juger parce que la force majeure, en fait, il y a 3 critères. Il y a un critère comme quoi, alors en gros, je vais les faire simples, l'imprévisibilité. Donc déjà, ça va dépendre quand a été signé le contrat. On parle vraiment, pour que force majeure puisse s'appliquer, c'est des contrats forcément conclus avant le confinement, avant le début de l'épidémie, donc on va dire avant le 12 mars plus ou moins ou avant le 16 mars le confinement. On va dire que tous les contrats qui étaient conclus avant, ce qui est la plupart du temps, c'est ce qui pose problème, ces contrats-là, on peut dire qu'en effet, on ne pouvait pas prévoir, c'était pas prévisible l'épidémie et donc que le critère d'imprévisibilité est respecté. Ensuite, il y a un critère d'extériorité, donc c'est bien sûr pas de la faute de l'entreprise s'il y a ces événements-là, donc ça aussi c'est rempli assez facilement. Le critère qui va un petit peu poser problème, si c'est irrésistible, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise pouvait faire autrement? Est-ce qu'elle n'a vraiment pas pu livrer toutes les marchandises qu'elle a dit? Est-ce qu'elle ne pouvait pas trouver d'autres système à adapter son contrat. Donc, si elle ne pouvait pas le faire, en effet, on va estimer que la force majeure est remplie. Si elle pouvait faire autrement, le juge va pouvoir peut-être venir dire, non, là, dans ce cas précis, on aurait pu remplir l'obligation. Donc, encore une fois, ça va quand même être une adaptation au cas par cas de la jurisprudence, sachant que jusqu'à présent, même dans les épidémies précédentes, Ebola, H1N1, etc., le juge a toujours considéré que ce n'était pas des cas de force majeure. Bon, ce n'est pas non plus comparable parce que la France n'a jamais été confinée pour ces épidémies précédentes. Donc, à mon sens, mais ça, c'est le juge qui pourra le dire. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que le ministre de l'économie a prononcé le cas de force majeure pour les marchés publics que le juge sera tenu par cette déclaration. Donc, on a une petite incertitude. À mon sens, elle est assez faible. Je pense qu'on pourra être dans des cas de force majeure. Par contre, ce sera les effets aussi de la force majeure. Il y a 2 types d'effets si on déclare la force majeure. C'est soit cette force majeure, elle nous empêche de manière définitive d'exécuter le contrat. Et là, il pourra avoir une résolution du contrat. Mais par exemple, les acomptes perçus, si moi, je n'ai plus à remplir mon obligation, si j'ai reçu un acompte, je suis obligée de le rendre. Ça veut dire que les parties reviennent en l'état d'avant. Par contre, si la force majeure faisait juste suspendre mon obligation pendant la période où il y a la force majeure, ça veut dire que le contrat reprend à la fin de l'épidémie. Donc, en gros, après le déconfinement ou après que ce soit passé, je pourrais reprendre mes obligations et donc le contrat reprend sa suite. Et ça a juste suspendu les effets, suspendu les pénalités, suspendu le fait que je pouvais ou pas livrer. Il y a un autre critère qui est un peu moins connu parce que plus récent, c'est l'imprévision aussi dans les contrats, qui est récent parce que issu de la réforme du droit des contrats de 2016. Et donc, là aussi, on aura peut-être toute une jurisprudence qui pourra venir
dire que l'imprévision, c'est que les conditions du contrat ont tellement changé qu'on doit réviser le contrat, le renégocier. Et la première étape, c'est une renégociation de bonne foi. Alors normalement, c'est quand même strict parce qu'on s'envoie des recommandés, il faut vraiment montrer qu'il y a eu une négociation et qui peut mener in fine à une résolution du contrat. Mais c'est pour ça que moi, je préconise le plus possible pour montrer sa bonne foi au juge de d'abord essayer de négocier entre les parties. Et une fois qu'on voit que ce n'est pas possible, on voit quelles sont les conséquences de tout ça. Et en dernier recours, ce sera le juge. Mais encore une fois, pour moi, la solution de justice sera longue et surtout longue. Onéreuse peut-être aussi, mais surtout longue. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce sujet? Sinon, je voulais, en complément de ce sujet, il y avait les mesures sur les loyers commerciaux qui ont été un peu plus précisées par le gouvernement, qui là a fait des mesures spécifiques, sachant que les loyers commerciaux, donc les dispositions qui ont été prises pour l'état d'urgence sur les loyers commerciaux ne concernent que les entreprises en fait qui sont vraiment en difficulté, celles on va dire qui ont droit au fonds d'aide de solidarité et qui permet en fait à ces entreprises d'essayer d'étaler et d'échelonner leurs loyers commerciaux. Alors là aussi, ce qu'il faut bien voir, ce n'est pas une remise gracieuse de ces loyers, c'est juste un décalage. Et surtout, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a indiqué qu'il n'y aurait pas de pénalité, on ne pouvait pas appliquer les pénalités des baux commerciaux si on ne payait pas, en gros, pendant la période du Covid-19. Donc, ça permet aux entreprises de gagner un petit peu en trésorerie, mais ces loyers seront in fine dus de manière étalée dans le temps. Et donc, là encore, même si le gouvernement est intervenu, on voit qu'on est un petit peu obligé de négocier avec son bailleur pour vraiment, si on veut anticiper et ne pas être dans une insécurité juridique par rapport à ces loyers, on doit d'abord plutôt négocier un accord avec son bailleur. Donc, et ce n'est pas des remises gracieuses, c'est vraiment un étalement dans le temps. Et d'ailleurs, ce qui a été décidé par le gouvernement, à mon sens, en prenant ce que je vous ai dit de manière plus générale sur les contrats, on pourrait très bien parler aussi de force majeure ou d'imprévision pour ce contrat pour essayer de négocier de manière générale un étalement de ces loyers commerciaux. Est-ce que vous avez des questions ? Hop, pas forcément. Je passe au sujet suivant qui était le sujet télétravail et RGPD. Moi, mon idée, c'était de ce que je voulais vous exposer, c'est déjà vous rappeler que celui qui est censé respecter la réglementation sur les données personnelles, c'est l'employeur. Ce n'est pas le salarié qui doit le faire, mais vraiment l'employeur qui serait, si jamais cette réglementation n'a pas été respectée, c'est l'employeur qui sera sanctionné. Et sa relation ou les process qu'il a mis en place avec son salarié, ce sera en interne de l'entreprise, mais vis-à-vis du tiers, c'est l'employeur qui est en front et c'est lui qui sera responsable s'il y a des failles dans le système. Donc, par rapport à ce télétravail, c'est ce que disait Claire un petit peu à un moment, normalement, on est censé avoir une charte de télétravail et voir une charte informatique et lier un petit peu ces deux chartes pour donner à ses employés un process pour mettre en place, pour respecter la RGPD quand on fait du télétravail. Comme il y a beaucoup de télétravail qui se sont mis en place de manière supplémentaire et un petit peu moins coordonnée qu'en temps normal, moi, ce que je préconise quand même, c'est d'écrire au moins les process donc dans un mail et au moins donner connaissance aux salariés du process à respecter pour la protection des données et de leur rappeler que les process de connexion et d'identification applicables en temps normal dans l'entreprise continuent à être en application pendant la durée du télétravail. Donc, si vous avez une politique informatique dans vos entreprises, il faut continuer à la mettre en place en télétravail, voir comment elle s'adapte ou pas, mais en tout cas, s'il y a des identifications à des VPN ou autres, il faut rappeler aux salariés qu'ils doivent continuer à les mettre. Il faut s'assurer
que vos salariés, donc soit en leur mettant à disposition du matériel, soit en les préconisant de le faire, des pare-feux, des antivirus. Il faut qu'il y ait un minimum dans les ordinateurs de vos salariés pour qu'ils respectent les recommandations de la CNIL. Et d'ailleurs, pour ça, donc, il faut sensibiliser en gros vos équipes sur les réglementations de protection des données. Et notamment, la CNIL fait un assez bon résumé. Juste en allant sur le site, on a vraiment les préconisations qu'ils donnent. Alors, je les avais notées quelque part si vous voulez que je vous les donne rapidement. Donc, en effet, il rappelle d'éditer une charte de sécurité dans le cadre du télétravail. Il rappelle qu'il faut équiper donc les postes de ses salariés d'un pare-feu, d'un antivirus et d'un outil de blocage d'accès aux sites malveillants. Donc, essayez aussi d'avoir des systèmes un petit peu comme ça, de mettre en place des VPN pour éviter l'exposition directe des services à Internet. Donc, essayez de regarder avec le service informatique comment vous pouvez faire sur chaque poste de vos salariés. Et après, il y a tous des process à utiliser quand vous allez sur Internet et notamment de rappeler les règles de base à vos salariés. Donc, par exemple, de ne pas ouvrir les sites suspects, les mails suspects où il y a des liens qui ne sont… quand on n'est pas un destinataire particulier de la réglementation. Donc, vraiment d'essayer de prévenir vos salariés de ce qu'il faut faire pour du respect des données personnelles. Arion, c'est Roland. Excuse-moi Oui. de t'interrompre. Juste pour partager avec les collègues là autour de la table. Moi, je viens juste de faire ça. J'ai une activité de consultant international. Je travaille pour une société anglaise. Okay, et cette société anglaise m'a demandé de mettre dans mon contrat le fait que je protégeais toutes les données que je recevais de nos clients. Okay, et que je m'assurais qu'il n'y avait pas de risque sur mes outils d'intervention, de hijacking, okay, si on veut, de cyberjacking. Donc, en fait, il y a déjà une clause de protection dans le contrat, maintenant, qui me lie avec la société. Et deuxièmement, j'ai été obligé de mettre en place tout un tas d'outils pour protéger l'accès à mon Mac, pour protéger mes données encryptées sur mes disques externes, pour protéger mes accès via les réseaux sociaux. Okay, donc, à mon avis, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, à la fois en intra-entreprise et en inter-entreprise, du fait de l'abondance de données qui se baladent sur le net à l'heure actuelle. Et clairement, tous les services CNIL et douaniers sont très attentifs à tout, parce qu'on utilise aussi beaucoup plus tous les outils de communication tels que Zoom et autres, où il y a plus de risques. Et donc, ça n'a pas empêché les hackers de venir au contraire, il y a beaucoup de peur des autorités de se voir pirater de plus en plus les données. Donc, en effet, il faut les protéger, même les enregistrer, les sauvegarder très régulièrement pour essayer d'éviter un maximum d'être piraté. Ça aussi, ça peut être assez simple peut-être de dire à ses salariés ou à ses équipes, ou même vous-même, chacun individuellement, d'enregistrer, de sauvegarder ces données sur un disque dur externe, parce qu'en cas de piratage, surtout quand ils demandent par exemple des rançons et autres, si vous avez sauvegardé votre version, vous en fichez qu'il fasse disparaître tout ce qu'il y a dans votre ordinateur. Ce qui est moins le cas si vous n'avez pas fait ces sauvegardes. Donc, c'est des choses qui sont pas si compliqué que ça et qui permettent vraiment de protéger vos ordinateurs, vos salariés et les données qui sont recoupées, qui en plus maintenant avec la RGPD sont de votre responsabilité de protéger ces données. J'attire l'attention aussi sur le fait qu'il y a aussi un problème de matériel derrière tout ça, parce que bien souvent, enfin moi en tout cas, j'ai tout sur un seul ordinateur. Okay, donc il faut que j'arrive à partitionner comme il faut ce qui est mes activités personnelles et mes activités professionnelles. Donc il faut s'assurer aussi que les gens puissent faire ça, donc qu'ils aient bien la bonne politique, les bons modes opérationnels. Okay, et puis, il y a aussi peut-être la question qui peut se poser à un moment ou à un autre. Les gens vont dire, mais attendez, moi j'ai un ordinateur, si vous voulez que je protège les données, donnez-moi un ordinateur. Donc, il peut y avoir des discussions autour de ça également. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces données-là ?
Ok. Du coup, je voulais passer le dernier sujet que je voulais aborder, c'est tout ce qui est arrêté des comptes et tenue des assemblées générales. Donc là, on est en pleine période, fin de période fiscale pour les experts comptables et début de la tenue des assemblées générales pour les entreprises. Donc déjà sur l'arrêté des comptes, donc ça aurait pu ne pas poser de difficulté l'arrêté des comptes au 31 décembre 2019, puisque forcément, on n'a pas les conséquences. Au 31 décembre 2019, on n'était pas considéré, il n'y avait pas encore le coronavirus en France. D'ailleurs, même au niveau mondial, on n'avait pas à en tenir compte. Ce qui a été dit quand même, c'est de tenir compte surtout dans les annexes comptables. Et quand les rapports de gestion vont être émis, c'est les événements postérieurs à la clôture. Donc, c'est les événements en fait qui interviennent entre le 1er janvier et l'arrêté des comptes. Donc là, par contre, il y aurait des informations à insérer pour ces événements postérieurs à la clôture. Il est préconisé en effet de regarder si justement s'il y a eu du chômage partiel qui a été mis en œuvre, de l'intégrer dans ces annexes comptables. S'il y a eu si surtout l'activité est mise en péril du fait du coronavirus, du fait qu'il y ait eu des fermetures administratives obligatoires et qui met en péril l'activité, il est recommandé de mettre dans les comptes et dans l'annexe comptable ces éléments-là, pour l'avoir déjà pour l'année prochaine, parce que c'est des éléments qu'on connaît d'ores et déjà aujourd'hui. Donc, attention à comment les comptes vont être… donc, ce n'est pas les comptes qui vont être arrêtés, mais dans l'annexe comptable, attention aux informations qu'on va vouloir ou non transmettre. C'est toujours assez… ça peut être un peu sensible, mais du coup, il faut peut-être quand même bien définir avec les clients ce qu'on met dans cet arrêté, enfin pour chaque entreprise, parce que là je sais qu'il y a quelques experts comptables, mais pour les entreprises elles-mêmes, savoir qu'est-ce qu'on met dans cette annexe comptable quand on doit la faire, pour savoir quels sont les événements postérieurs à la clôture qu'on doit insérer. Est-ce que là, il y a des questions, il y a déjà des retours d'expérience peut-être de la part des experts comptables qui ont envie de nous faire partager ? Non, pas forcément. Donc ensuite, sur la tenue des approbations de comptes, donc là, le gouvernement est venu, a pris 2 mesures en fait pour cette tenue des approbations de comptes. Donc normalement, pour une clôture d'année civile, donc c'est-à-dire au 31 décembre, les comptes en principe doivent être approuvés au plus tard le 30 juin. La première règle qui a été prise par le gouvernement, c'est déjà de différer ce délai de 3 mois. Donc de 3 mois, donc pour ces comptes qui sont clos le 31 décembre 2012, ça peut aller jusqu'au 30 septembre. Le fait d'étendre de 3 mois la date de tenue de l'Assemblée générale, ça ne concerne pas uniquement les comptes au 31 décembre 2019, ça concerne même les comptes qui sont clos du 30 septembre 2019 jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Donc c'est toutes ces sociétés qui clôturent, donc même donc du 30 septembre 2019 au encore maintenant, mais par exemple tous les 31 mars, etc., vous avez 3 mois supplémentaires pour la tenue de votre approbation des comptes. Donc jusqu'à 9 mois après l'arrêté des comptes, enfin la date de clôture des comptes. Si vous ne voulez pas différer cette tenue, ils ont aussi adapté pour tenir les AG ce qu'on appelle en huis clos, c'est-à-dire sans la présence de ses associés. Il y a 2 façons de faire. C'est soit de le faire en visioconférence, donc ce sera donc comme on fait là. Donc il faut un moyen quand même où on identifie au moins la voix de ses associés et qui permettent d'avoir la tenue des assemblées de manière simultanée et continue. Donc, c'est les règles qui s'appliquent d'habitude quand on a la possibilité de le faire, parce que dans certaines sociétés, on a d'ores et déjà la possibilité de tenir des assemblées en visioconférence. Les règles ont été assouplies par le gouvernement et surtout étendues à toutes les sociétés, même quand les statuts, par exemple, l'interdisaient ou même quand ce n'était pas possible par la loi. Donc, du coup, il y a la possibilité de faire ces visios ou de faire une autre façon de tenir ces assemblées dans le délai classique et en huis clos, c'est de le faire par consultation écrite et avec un assouplissement aussi des règles de consultation écrite, notamment avec des mails. Donc, tout ça permet en fait aux
aux sociétés de continuer à fonctionner maintenant, même pendant cette période. Sachant qu'il faut, alors j'avais lu quelque chose aussi d'intéressant, est-ce qu'on est obligé de procéder comme ça ou est-ce qu'on peut toujours tenir son AG physiquement? A priori, on peut tenir une assemblée, à mon sens, on peut tenir son assemblée classiquement en convoquant ses associés dans un lieu, dans le lieu du siège social à l'entreprise. Sauf qu'on va se confronter, alors ce sera certainement le cas sans problème après le 11 mai. Aujourd'hui, on se confronterait quand même au cas des règles de confinement. Déjà, donc les rassemblements, je crois que c'est toujours de 100 personnes qui sont toujours interdits. Donc, du coup, des AG de plus de 100 personnes, on ne pourrait pas les faire. Mais même pour des petites sociétés où il y a moins d'associés, les autorisations du gouvernement ne mettent pas, il n'y a pas de case à remplir pour pouvoir se déplacer pour une assemblée générale. Les seules cases qui auraient pu être, c'est des raisons professionnelles, mais en tant qu'associé, ce n'est pas une raison professionnelle d'être associé d'une société. Et c'est des convocations, mais de santé et légales. Je pense pas, je ne sais plus exactement le terme, mais en tout cas, les assemblées générales n'en font pas partie. Donc, si on voulait tenir une assemblée pendant le confinement jusqu'au 11 mai, je pense qu'on pourrait, un associé qui ne viendrait pas et qui dirait qu'il a été empêché à cause du confinement, serait une raison valable pour dire qu'on a essayé de prendre une assemblée sans sa présence. Donc, je conseille soit d'attendre après le 11 mai où les règles vont être assouplies. Bon, il faudra voir dans quelles conditions, où là, on pourra tenir réellement les assemblées générales si on veut les tenir physiquement, ou d'utiliser les moyens préconisés par l'administration. Marion, Roland à nouveau. Concrètement, une feuille d'émargement, comment ça marche par vidéo? Il n'y aura pas une feuille d'émargement, mais il faut s'assurer. En fait, ça va être sur la responsabilité de l'organe compétent pour convoquer et pour tenir l'assemblée. Donc, ça va être la responsabilité du président qui va noter. Il faudra, alors il y a des mentions spécifiques. Les mesures prises par le gouvernement indiquent bien qu'il faut bien préciser la méthode, donc la visioconférence, que c'est par visioconférence que l'assemblée est tenue. Il faut aussi préciser que c'est dans le cadre de ces mesures spécifiques, donc il y aura des mentions obligatoires sur le PV, et donc ce sera le président qui tient ce PV, qui sera le président de l'Assemblée, donc celui qui va tenir l'Assemblée, qui actera des présents sur une feuille. C'est lui qui tiendra la liste des présents et des votants. Alors, donc c'est la responsabilité du signataire du PV et donc du président, en fait, en gros, enfin, du gérant. Alors, pour ma part, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on était tous là et j'ai fait circuler. Alors, on a tous signé, mais du coup, on a tous un jour de décalage sur la date de signature sur le PDF de la feuille de présence. C'est pas gênant, ça? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un acte sous seing privé, en fait, signé par, donc c'est un consentement unanime. Il y a des AG qui peuvent être pris comme ça. Ça dépend des statuts, en fait. Clairement, il faut regarder si dans les statuts… on a fait l'AG et c'est après pour signer tous les papiers d'AG, en fait, on l'a fait, on s'est tous envoyé les documents à un parce que sur le moment, on ne peut pas tous signer, pour pas que ça soit la cacophonie dans les signatures numériques. On l'a tous fait. Il y en a un qui a signé, après il a envoyé à l'autre, et ainsi de suite. Par courrier? Électronique. On a tous mis une signature électronique. On a fait tous l'AG en visio et après, on s'est envoyé tous les documents comme ça. Voilà. À mon sens, ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. C'est-à-dire que quand on est peu nombreux et qu'on veut le faire, il n'y a pas de souci. Au moins, on s'assure que tout le monde a participé un peu. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Celui, donc, en tant que président de la société et donc président de l'Assemblée, par exemple, on nomme toujours un président, en fait. Quand on fait même une feuille d'émargement, celui qui rédige le PV et celui qui le signe, souvent, c'est le président. On n'est pas obligé d'être tous signataires du PV, d'ailleurs. On le fait souvent par, comme ça, on a un acte qui est signé par tout le monde et c'est un peu plus incontestable, voilà. Mais en général, on n'est pas obligé que tous les associés aient signé le PV. Donc là, c'est un petit peu pareil. C'est le président qui acte que telle personne, c'est sa responsabilité. S'il ment, on peut engager. C'est une faute quand même. Le président est là pour retranscrire la réalité des échanges. Donc, il va indiquer qui était présent, qui a voté pour, qui a voté contre, et à la fin, c'est que lui qui peut signer. On n'est même pas obligé de faire signer tous les associés qui étaient présents en visio. Moi, je pensais que tu évoquais un autre cas de figure qui est… non, c'était pour l'AG, voilà. Là, c'était pour notre AG, et du coup, on avait fait… on l'a tenu en visio, et puis après, du coup, on a fait… Mais en tant que présidente, en fait, toute seule, tu aurais pu signer que toi, et c'est tout autant valable, en fait. Ah, ok. Et ce n'est pas opposable, Marion, ce n'est pas opposable. Ben, le document, si, c'est opposable justement au tiers en disant, voilà, l'AG s'est tenue, elle a été signée. D'accord.
C'est valable, en tout cas, il n'y a aucun problème, c'est valable sans problème. Par contre, on peut avoir un peu plus de doute. Donc, sur cette idée-là de décision unanime, si on décide de faire signer tout le monde, alors soit électroniquement, mais ça ressemble plus à de la consultation écrite, soit en gros, on dit, bon, ben, on fait le PV, on l'envoie par courrier aux uns aux autres pour que tout le monde ait une signature originale sur le PV. Ça, dans certaines sociétés, c'est permis, mais par exemple, le gouvernement n'a pas utilisé l'acte unanime comme moyen d'étendre ou d'adapter les AG. Donc, j'aurais tendance à utiliser plutôt les moyens ciblés par le gouvernement, qui ont été largement assouplis par rapport à ce qui se pratique d'habitude, donc qui permet quand même de manière assez simple de tenir ces AG. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Sur ces tenues d'assemblée, c'est vraiment toutes les sociétés qui sont concernées et même toutes les personnes morales de droit privé, donc même les associations. Hein. Les conseils d'administration sont sur le même rythme, enfin, même schéma. Oui, possibilité de les tenir en visio. Et il y a même, alors je n'ai pas pris les dates, enfin tous les termes exacts, mais il y a même, donc ce qui est aussi adapté, c'est la façon les mandats aussi qu'on peut donner. Si on veut donner pouvoir à quelqu'un, les règles ont été adaptées, donc notamment pendant cette période et pendant ces mesures adaptées, pour donner pouvoir, il faut que la société puisse recevoir les pouvoirs au moins 3, alors je ne sais plus, c'est 3 ou 4 jours au moins avant l'AG. Donc là, il faut faire attention, ce n'est pas forcément les mêmes délais qu'en temps normal. Et autre chose, pour faire passer ces questions à l'Assemblée, c'est un petit peu pareil, il y a des délais principaux. Mais pour tenir pareil les conseils d'administration préalables aux AG, c'est les mêmes dispositifs. Il y a des dispositifs aussi spécifiques qui sont allégés, qui permettent de le faire en visioconférence. Okay. Marion, j'ai une question sur la flexibilité et l'agilité de certaines institutions, par exemple. Comment ça se passe en ce moment avec les greffes de tribunal de commerce, par exemple, si on veut enregistrer une société ou faire des modifications, des choses comme ça. Si on veut protéger une marque ou un produit ou un process ou une patente, comment ça réagit en ce moment? Est-ce qu'il y a des délais très allongés qui peuvent générer quelques risques? Alors, sur le greffe du tribunal de commerce, donc pour tout ce qui est immatriculation, constitution, on peut le faire en ligne. Déjà, donc il y a de plus en plus les outils en ligne qui peuvent être utilisés. Moi, clairement, quand j'ai voulu faire une immatriculation, je suis passée par le système classique. J'ai pas envoyé de mail au greffe en parallèle sur les contacts que je connaissais et j'ai pas eu de réponse. Ça a été immatriculé dès lors que j'ai envoyé un petit mail au greffe en demandant à ce que mon dossier passe rapidement. Et là, 2 jours après, j'avais mon cabis. Donc, je pense que pour les acteurs, les entreprises qui vont le faire eux-mêmes sans connaître le greffe, sans savoir comment il fonctionne, les délais, je pense, peuvent être très longs parce que je crois qu'au greffe de Montpellier, ils bossent un par un. En fait, il y a une personne qui est là, mais elle est toute seule et puis les autres sont en télétravail. Donc, du coup, c'est plus long que d'habitude, sachant que d'habitude, on a déjà des délais qui peuvent être à la rallonge. Mais par contre, dès lors qu'on demande par mail ou qu'on demande que c'est très urgent, on arrive à avoir des délais très rapides, même honnêtement, en tant que professionnel, plus rapides que d'habitude. Pour un autre dossier, j'étais passée un peu plus directement et en 2 jours, même un samedi, j'avais eu un cabis. Donc, je pense que c'est un petit peu, voilà, ils sont comme toutes les entreprises, en fait, ça fonctionne un peu de la même manière et donc, ça a été un peu désorganisé, mais il fonctionne quand même. Et sur l'INPI, je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas eu à traiter de droit des marques. Après, tout est fait en ligne. Donc, je suppose que le service ne s'est pas du tout arrêté. Par contre, peut-être au ralenti, ça, c'est très probable. Après, il y a eu des mesures aussi spécifiques qui ont été prises pour le droit la propriété intellectuelle pour retarder, décaler tout ce qui est renouvellement, etc. Tout est décalé à l'issue de l'état d'urgence et même 1 ou 2 mois après la fin de l'état d'urgence. Donc, on a des délais supplémentaires là aussi. Parfait.
J'avais encore une question, Gilles, mais Roland. je ne sais pas si elle s'adresse à Marion ou à Claire, mais je ne sais pas si Claire est toujours dans le call d'ailleurs. Elle est toujours là. Et je suis désolé, c'est une question pas très facile à exprimer, mais je vais essayer d'être clair. Ok. Est-ce qu'il y a si jamais vous avez un de vos salariés qui a eu le Covid, okay, ou qui a été exposé au Covid de la part d'une autre société, qu'est-ce qu'il convient de faire? Alors, s'il a eu le Covid, en tout cas, c'est un salarié dont le contrat immédiatement, ça a été précisé par la directe, est suspendu. D'accord? Donc, ce contrat suspendu bénéficie des allocations journalières de la CPM. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Ce qui pose un peu plus de problème, c'est pour les personnes qui sont salariées de votre structure et qui auraient été, selon leurs explications, en lien avec des personnes elles-mêmes touchées par le Covid. Là, on est un peu plus tâtonnant sur la réponse juridique à apporter. Cela étant, moi, je préconise aujourd'hui d'appliquer le principe de précaution. Il faudrait d'ailleurs que je regarde si la directe a rajouté des explications là-dessus. Mais j'inviterai le salarié à soit faire du télétravail si c'est possible, d'accord. Si ce n'est pas possible, à se faire prescrire un arrêt. Est-ce qu'il y a des obligations déclaratives vis-à-vis des tiers? Par exemple, si cette personne a pu être en contact avec des clients, des fournisseurs ou je ne sais pas quoi? Pas à ma connaissance, Marion, je ne sais pas si… Non, et en plus, moi, je dirais qu'il faut faire très attention avec ça parce que pour rejoindre en fait les données personnelles, le traitement des données personnelles, les données de santé de ces salariés sont des données personnelles, enfin, sont des données personnelles de ses propres salariés. Et donc, c'est des données dont on ne peut pas, enfin, qui sont interdites à transmettre en temps normal. Il y a certaines exceptions et donc il faut faire, à mon sens, très attention là-dessus, en effet. Est-ce que justement, pour rebondir là-dessus, pour compléter la question de Roland, est-ce que justement on doit prévoir quelque chose dans nos contrats à l'avenir, justement vis-à-vis du Covid qui pourrait décaler une intervention ou quoi que ce soit? Enfin, est-ce qu'il y a peut-être des mesures à prendre là-dessus? Soit si, par exemple, chez un client, il y a le Covid, ou si nous-mêmes, dans l'équipe, qui pourrait amener un retard justement d'intervention, de livraison, quoi que ce soit. Est-ce que maintenant, on peut mettre ce genre de clause préventive un petit peu? Alors, si je comprends bien ta question, ce serait d'ores et déjà de prévoir dans les contrats commerciaux. Oui. Alors là, oui, il va falloir, c'est vrai que cette crise, alors ce qui était déjà fait, mais un petit peu de manière théorique dans les contrats, on avait toujours ces clauses où moi j'appelais ça le blabla juridique souvent à mes clients pour qu'on passe vite sur ces clauses, mais on les a déjà souvent où on dit que juste, alors même des fois, c'était à l'inverse, on essayait de dire que même s'il y avait une imprévisibilité dans le contrat, on écartait la clause. C'est sûr que toutes ces clauses un peu de blabla, entre guillemets, vont être un petit peu regardées un peu plus attentivement maintenant par les co-contractants qui se sont retrouvés dans des situations. Après, comment on va les traiter, c'est vrai qu'on verra, ce sera encore une fois au cas par cas. Et moi, je préconise toujours la création de contrats sur mesure. Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir le faire. Et alors, il ne faudra peut-être pas cibler typiquement un problème de santé d'un salarié ou autre, mais en effet, de dire que si on se retrouve confronté comme ça avec donc un problème d'envergure qui font que l'équilibre du contrat n'est plus respecté, comment on peut changer ce contrat? Donc ça, il faudra en effet certainement prévoir des clauses adaptées là-dessus. Ce qui est peut-être déjà le cas dans certains de vos contrats. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à toujours aller regarder les contrats tels qu'ils sont aujourd'hui, parce que c'était des notions qui existaient déjà, mais qui étaient plus théoriques, on va dire, que mises en pratique jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Oui, c'est en partie. Mais c'est justement, il va falloir, parce qu'en fait, le Covid va durer quand même. On est parti là quand même pour 18 mois où on va devoir 18 mois si on a un vaccin qui arrive dans 18 mois, mais si on est optimiste. Donc ça veut dire que on a quand même une forte probabilité à ce que les équipes l'attrapent au fur et à mesure, peut-être. Enfin, je ne le souhaite pas, mais enfin bon, c'est ce qui va se passer. Donc ça veut dire que ça va entraîner justement des confinements si on fonctionne par équipe, de toutes les personnes qui ont été en contact. Donc forcément, on aura des retards dans des livraisons, ce genre de choses. Et il faut peut-être prévoir justement, c'est ce que ça soit bien prévu dans tous les contrats avec des clients pour pas qu'il y ait de pénalité là-dessus, quoi.
Oui, je pense que d'ores et déjà, si c'était ça, voilà, quelque chose de très spécifique pendant cette période en plus un peu déterminée et que les contrats vont être signés maintenant en plus pour les 18 mois à venir, là en effet, il faudra être très attentif parce que pour le coup, on ne pourra plus jouer peut-être sur tout ce qui est force majeure puisqu'on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant, qu'on ne pourra pas dire que c'était imprévisible et autres. Donc en effet, il faut voir comment on adapte les contrats et comme le droit contractuel, c'est vraiment la volonté des parties, on peut écrire un petit peu ce qu'on veut. Donc, il faut en effet un peu réfléchir et anticiper à comment ça va pouvoir se passer dans les mois à venir pour qu'il y ait de moins d'incidences possibles sur les relations contractuelles. Mais ça, c'est tout à fait possible et en effet, mieux c'est préparé, mieux c'est anticipé et mieux c'est rédigé, on va dire, plus ce sera adapté et adaptable. Marion, je ne sais pas combien on a d'entreprises exportatrices là autour de la table, mais est-ce qu'il va y avoir un alignement européen sur ce type de clause ou parce que quand il y a des échanges internationaux, ça peut poser problème? Oui, là comme ça, je ne sais pas s'il va y avoir des. Je pense qu'ils essayent de discuter. Je n'ai pas encore d'infos précises sur un accord européen ou même plus largement, quoi. C'est vrai que ça va dépendre un petit peu de ce que chaque pays décide. Donc là, idéalement, il faudrait que des mesures européennes soient mises en place. En allant dans ce sens, j'ai une petite question pour Claire. Imaginons, donc moi par exemple, je suis dans le conseil, mes consultants, quand ils vont chez le client, ils doivent appliquer les mesures de sécurité du client. Imaginons qu'ils arrivent sur un site et ils se rendent compte qu'il n'y a aucune protection, ou que c'est pas, par exemple, c'est moins rigoureux que ce que nous, on fait chez nous en termes de protection. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là? Alors, ce qui se passe déjà beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que des salariés vont pouvoir, s'ils estiment que leur santé et leur sécurité ne sont pas suffisamment protégées, faire valoir leur droit de retrait. Le droit de retrait, c'est quoi? C'est le droit pour le salarié de se retirer tout simplement de son poste de travail quand il estime que son employeur ou les intervenants qui gravitent autour de l'employeur n'ont pas pris les mesures adéquates pour assurer leur santé et la sécurité. C'est pour ça que tout à l'heure, sans rentrer dans les détails sur cette notion de droit de retrait, je vous ai dit que pour rebondir sur la question de Roland, il était vraiment important d'écrire et de transmettre aux salariés tout ce qui a été mis en place pour assurer leur santé et leur sécurité, de le faire par écrit. C'est justement pour être en capacité de dire à un moment donné, oui, le droit de retrait est fondé, non, le droit de retrait n'est pas fondé. Parce que c'est une question de toute façon qui sera transmise par les juridictions. Donc là, pour répondre à ta question, le risque, c'est tout simplement qu'ils vous disent, je refuse d'intervenir chez ce client, chez ce fournisseur, parce que j'estime qu'il n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour assurer ma santé, ma sécurité. Et là, il faudra réagir au cas par cas. Donc, ça veut dire là, du coup, avec le lien avec le client, c'est peut-être, ça veut dire qu'il faut mettre en place une procédure avant d'aller chez les clients, leur demander quels sont leurs protocoles pour vérifier si c'est en accord avant d'envoyer les salariés chez le client ou sur le site d'intervention particulier. Oui. Peut-être que ça, c'est des procédures à mettre en place. Effectivement, c'est une démarche qui est très intéressante, qui permettrait de montrer que vous êtes vraiment allé au-devant des problèmes et que vous avez le souci d'assurer la santé et la sécurité de vos salariés, qui est une obligation consacrée par le Code du travail. Nous, on a eu le cas d'une salariée qui ne voulait pas aller voir, qui avait manifestement des symptômes et qui ne voulait pas aller voir le médecin pour ne pas être arrêtée pour des questions financières. Et délibérément, on l'a exclue de l'entreprise. Et donc, sous la menace, elle a été voir quand même son médecin. Mais il y a eu un moment où on n'avait pas d'outils juridiques pour d'abord, on n'est pas médecin, donc on ne peut pas attester à un moment qu'elle est malade ou pas. Et si la personne ne veut pas aller voir le médecin, comment on fait? Alors, j'ai pas compris, ça a beaucoup haché, mais c'est un salarié qui estimait être victime du Covid ou j'ai pas entendu. Non, nous on a décelé des symptômes de température, de toux, et donc on a demandé à cette personne de quitter l'entreprise et d'aller voir un médecin. Et elle refusait d'aller voir le médecin pour ne pas se faire arrêter, pour ne pas subir les conséquences financières. Dans ce cas-là, ma préconisation, ça serait télétravail possible ou pas possible? Impossible. J'écris. Je rédige un courrier dans lequel je relate comme une histoire la situation
en disant que de toute façon, et j'écris en parallèle à la médecine du travail, hein, naturellement. Est-ce que la médecine du travail ne peut rien faire? Comment? La médecine du travail ne peut pas les recevoir? Ah si, non. En ce moment, non. En ce moment, Non, c'est pas vrai. Non, les visites médicales dans le cadre des nouvelles dispositions légales ont été reportées, c'est-à-dire que vous pouvez embaucher un salarié sans faire passer une visite médicale. Les visites médicales périodiques ont également été repoussées. Par contre, et là le décret et la loi sont très clairs sur ce point-là, quand il y a un danger pour la santé et la sécurité ou quand l'état de santé du salarié laisse à craindre une problématique grave pour qu'il exécute ses fonctions dans le cadre de son emploi, dans ce cas-là, il doit y avoir visite médicale. D'accord? Donc là, dans le cas présent, j'écris au salarié pour lui expliquer que, à défaut de mesures concrètes de sa part, le contrat de travail est suspendu. Et j'écris au médecin du travail, et là, je le fais encore plus rapidement qu'au salarié, pour lui demander de recevoir le salarié dans les plus brefs délais. Comme ça, vous déchargez votre responsabilité de chef d'entreprise auprès du médecin du travail. Se posera par contre la question, qui se résoudra un peu au cas par cas, de quid de la position du salarié durant cette suspension du contrat de travail. Est-ce que je le rémunère ou pas? Sachant qu'à la base, c'est lui qui a volontairement refusé d'aller voir le médecin. Là, il y aura un vrai débat. Ok, merci. De rien. Et est-ce que les salariés ont l'obligation de dire s'ils sont arrêtés? Parce qu'on va arriver dans une période aussi où, voilà, pendant longtemps, il va y avoir des arrêts maladie Covid et hors Covid. Est-ce qu'ils ont l'obligation de nous signaler qu'ils sont arrêtés pour le Covid ou est-ce qu'il va y avoir une procédure qui est faite là-dessus? Alors, à ce jour, aucune procédure. Après, on est dans le domaine du secret médical. Donc, vous ne pourrez pas savoir s'ils sont arrêtés dans le cadre du Covid ou pas. Vous pourrez éventuellement savoir s'ils sont arrêtés dans le cadre d'un arrêt de travail dérogatoire lié à l'état de santé, hein, les arrêts dérogatoires pour les personnes vulnérables, ou pas. Mais vous n'aurez aucun autre moyen à ce jour de savoir si c'est lié au Covid ou pas. On est sur du secret médical. Après, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est ce que j'ai fait chez un client, nous avons eu dans le cadre d'une société un comité social et économique qui s'est préoccupé de la santé de salariés qui étaient arrêtés. Ils se sont demandé pour quelles raisons les salariés avaient été arrêtés. On a donc écrit aux salariés juste pour nous dire si oui ou non il y avait un lien avec le coronavirus. Libre à eux naturellement de refuser de répondre à cette question en leur indiquant bien à l'employé qu'au regard du secret médical, ils étaient tout à fait fondés à ne pas répondre. Hein. Ce qui s'est passé dans le cadre de cette société-là, qui est un abattoir, hein, donc là on est dans des cadres encore d'hygiène plus poussés, là les salariés ont spontanément répondu. Si c'était un lien ou pas avec le coronavirus, mais il n'y a aucune obligation et à ce jour aucune procédure. Par contre, pour rebondir sur tout ça, la médecine du travail n'est pas à l'arrêt. Hein. La médecine du travail n'est pas à l'arrêt. Hein. Les médecins répondent, ils écrivent, et à partir du moment où moi, personnellement, il y a une embauche ou une visite périodique qui n'a pas pu se faire en raison des circonstances, de toute façon, j'écris au médecin pour dire, voilà, j'ai embauché telle ou telle personne, elle exerce telle mission. Est-ce que vous considérez qu'elle est que son état de santé et que ses fonctions nécessitent de votre part une visite? Si vous dites oui, il vous dit oui. Si vous dites non, il vous dit non. Mais au moins, vous êtes protégé. Père, dans le même domaine, est-ce que, comme on parle de retour au travail, est-ce qu'il va y avoir une obligation déclarative de la part de l'employeur, par exemple d'envoyer les procédures qui vont être mises en place par écrit, par mail et tout ça aux employés avant qu'ils se rendent sur leur lieu de travail? À ce jour, il n'y a rien du tout. À ce jour, il n'y a absolument rien. Je n'ai pas de décret, ni les décrets, ni les ordonnances, ni la loi n'a prévu une quelconque procédure. C'est pour ça qu'anticiper et rédiger qui est envoyé par courrier ou par mail, hein, les procédures avant reprise. Hein. C'est ce que mes clients font. Qui peut le plus, peut le moins. Mais à ce jour, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur des sujets? Par exemple, est-ce qu'on est libre de prendre tout type de mesures préventives ou pas? Par exemple, est-ce qu'il faut faire valider certaines choses, par exemple la prise de température à l'entrée des locaux? Est-ce qu'on est libre de vérifier ce qu'on veut, comme on veut, ou est-ce que justement dans la mise en place des protections, il y a des choses à respecter? C'est une très très bonne question qu'on a fait remonter la semaine dernière au gouvernement, notamment sur la prise de température. Puisque aujourd'hui, après en avoir discuté avec encore une fois la directe et des médecines du travail,
il s'avérerait, mais attention, je parle bien en conditionnel, que la prise de température, de toute façon, sans un infirmier dans la société ou avec refus du salarié, ne soit pas possible. Donc, on a demandé au groupe de travail de faire remonter à Madame Pénicaud des précisions sur les mesures concrètes, la possibilité, jusqu'où peut-on aller. Si j'en sais plus, je ferai passer par Gilles, si ça vous convient. Avec plaisir. D'autres questions? On a un peu dépassé le timing, mais c'était, je pense, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur les deux sujets, ou sinon on va peut-être clôturer le webinaire? J'avais juste une question sur la déclaration préalable. Oui. Chômage partiel, si c'est possible. Vaut-il mieux faire, quel est le délai? Parce qu'on doit indiquer un délai prévisionnel. Est-ce qu'on met un délai plutôt court ou on met un délai plutôt long à très long, sachant qu'on utilisera forcément le chômage partiel? Vous voulez dire le délai concerné par le chômage partiel? Exactement. Jusqu'à il y a 2 semaines, 2-3 semaines, je préconisais un délai jusqu'au 30 juillet, 31 juillet, 30 juillet, je ne sais plus combien il y a de jours au mois de juillet. Mais je préconisais jusqu'à fin juillet. Je pense que ce n'est pas fou. Aujourd'hui, pour les sociétés qui constituent une demande de chômage partiel aujourd'hui, je pense que de faire une demande à ce jour jusqu'au fin août, fin septembre, c'est pas exagéré. Alors attention, hein, la demande de chômage partiel, elle est très simple. Hein. Vous faites une demande salarié par salarié. Si votre demande consiste à solliciter un nombre d'heures pour une période donnée, on vous donne une autorisation maintenant implicite sous 2 jours. Si l'autorisation implicite est là, vous avez un nombre d'heures, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Par contre, si vous faites une demande un peu plus longue dans le temps, ça vous évitera de faire des demandes à répétition. J'ai des clients qui ont fait et qui s'en sont mordus les doigts, qui ont fait des demandes de 2 semaines par 2 semaines, avec la difficulté de pouvoir se connecter pour ceux qui ont essayé aussi du chômage partiel et de la directe. Je vous assure que je vous encourage vivement à faire un minima une demande à ce jour pour fin juin, fin juillet, un minimum. Au moins, vous avez votre quota d'heures. Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas. Mais au moins, vous l'avez. D'accord, merci. Marion, j'avais une question à nouveau sur quelque chose que tu as abordé, mais que je voudrais simplement préciser. S'il y a manquement dans la performance d'un contrat, okay, et qu'il n'y a pas d'accord amiable entre les parties, okay, sur un rééchelonnement, enfin des livraisons, tout ce qu'on veut, est-ce qu'il y a lieu de suivre une procédure particulière de litige, ou c'est la même qu'on utiliserait de manière générale? C'est la même. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle particulière, donc c'est la même qu'on utiliserait de manière générale. Encore une fois, les seules choses qui ont été indiquées dans ces matières-là, c'est des remises de pénalités de certaines clauses pour des délais qui arrivent vraiment. Enfin voilà, c'est assez. Enfin, ça peut toucher beaucoup de choses, mais c'est assez particulier. Tout le reste, ça reste le droit commun classique. Donc, je préconise la procédure classique, sachant qu'il y a les tribunaux insistent, et peut-être qu'une des étapes qu'il y aura à avoir, ce sera la médiation préalable avec le règlement des conflits, des modes alternatifs de conflit en fait. Donc déjà, les tribunaux tendaient à aller vers ce genre de process, et là, vu l'engorgement qui risque d'arriver dès la réouverture, qui risque d'être en plus progressif des tribunaux et des audiences, peut-être que ces modes alternatifs de conflit peuvent être une bonne chose. Donc avec la médiation notamment. Mais si on a fait le bon travail en amont de résolution, qu'on a tenté la résolution amiable, souvent, je ne sais pas si la médiation va mieux marcher, mais ça dépend si quand vous avez tenté la résolution amiable de votre litige, est-ce qu'il y a eu des avocats qui sont intervenus? Est-ce qu'il y avait des tiers en fait pour dépassionner le débat, clairement, ou non? S'il n'y en a pas eu, la médiation peut être un bon moyen. En fait, ça dépassionne le débat et donc on arrive à poser les choses un petit peu plus objectivement avant un litige. Donc, peut-être pour aller plus vite et même pour désengorger les tribunaux, on passera par ce genre de process.
Et juste, je dis comme Claire, hein, évidemment, ce qu'elle a dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci pour donner mes coordonnées portables et mails. S'il y a d'autres questions qui venaient après ou des interrogations particulières, des cas précis, pour que je donne voilà, ce que moi j'en pense, mon sentiment, c'est bien évidemment gratuitement et très volontairement que je le ferai pour les membres de Réseau Entreprise. Très bien, merci Marion. Je prends la parole parce que je vois que Gilles est en muet. En négociation. pour le déjeuner, probablement. Désolé. Gilles, il y avait négo à la clé, effectivement. Tu peux peut-être entamer la procédure de débriefing, enfin de fin de réunion. Je pense que, à titre personnel, bon, et en tant que membre de réseau, je voudrais remercier Claire et Marion qui ont été très claires et très illustratives. Je voudrais remercier aussi tous les membres qui sont restés tout au long. Donc, ils ont dû trouver que les débats étaient très intéressants. Et je pense que c'est une expérience qui a été enregistrée, donc que nos autres membres ou lauréats auxquels ils pourront accéder. Okay. Et en tout cas, on est dans des métiers, des choses extrêmement évolutives. D'après ce que j'ai compris, on apprend chaque jour, si je puis dire, dans ces domaines. Okay. Donc, je pense qu'il faut rester extrêmement à l'écoute. Voilà. Merci à tous, effectivement. Merci des intervenantes et des questions, parce que ça fait les questions font aussi beaucoup progresser le débat. Donc, merci de les avoir posées et merci à tous d'avoir participé. Effectivement, ce webinaire sera en replay. On va le réserver évidemment aux membres et lauréats de l'association. Donc, on va le diffuser dans les réseaux sociaux, sur Slack et sur WhatsApp. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.